Par l'intrépidité de ses voyageurs, l'Angleterre a toujours marché à la tête des nations. Le docteur Samuel Fergusson, un de ses glorieux enfants, ne faillira pas à ses origines. Et qu'elle réussisse ou qu'elle échoue, sa tentative restera comme une des plus audacieuses conceptions du génie humain. Le docteur Samuel Fergusson était un homme d'une quarantaine d'années qui s'était déjà illustré par un certain nombre de voyages retentissants. Trouvant que le temps est mieux employé à découvrir qu'à discourir, il ne faisait partie d'aucune société savante, mais le public connaissait son nom par les comptes rendus de ses différents voyages, publiés par le Daily Telegraph. La tentative que ce 14 janvier 1862, le président de la Société royale géographique de Londres annonçait à ses honorables collègues était tout simplement de traverser l'Afrique d'est en ouest à bord d'un ballon gonflé à l'hydrogène qu'on laisserait pousser par les alizés. Dans une assemblée de vieux aventuriers qui avaient promené leurs carcasses dans les 5 parties de l'univers, échappant aux naufrages, aux incendies, aux tomahawks et aux estomacs des anthropophages, l'annonce d'une telle tentative ne pouvait que soulever des cris d'enthousiasme. Les journaux annoncèrent l'événement à grand renfort de commentaires, et même si certains savants, ou soi-disant tels, considéraient la tentative comme impossible, la Société royale de géographie vota à l'unanimité une subvention de 2500 livres au docteur Fergusson. Ne s'agissait-il pas de pousser bien au-delà des limites que les explorateurs avaient pu atteindre avant d'être massacrés ou mourir d'épuisement, et de reconnaître des terres où jusque-là aucun blanc n'avait mis les pieds? Ce fut par les journaux que Dick Kennedy, l'ami du docteur Fergusson, apprit la nouvelle. Ils s'étaient connus alors que, jeunes officiers, tous deux servaient aux Indes, et comme ils ne s'étaient ni sauvé la vie, ni rendu un service qui nécessitait de la reconnaissance, rien n'était jamais venu assombrir leur amitié. Dick Kennedy était un chasseur redoutable. Son adresse exceptionnelle, son goût pour le gros gibier n'avaient pas pour autant jeté ce géant à la force herculéenne dans une vie d'aventure, et lorsque les deux amis avaient quitté les Indes, il s'était sagement retiré dans son Écosse natale. Entre deux voyages, Samuel Fergusson venait l'y retrouver, mais lorsque l'un parlait de l'avenir, l'autre parlait du passé. Lorsqu'il apprit la nouvelle, le brave Dick en fut anéanti. « Miséricorde le fou! L'insensé! Traverser l'Afrique en ballon! Si on le laissait faire, il partirait pour la Lune !» Et le soir même, lui partait pour Londres, par le chemin de fer. « Tiens, toi, à Londres, pendant les chasses d'hiver ?» s'étonna Fergusson en lui ouvrant la porte. « Moi, à Londres. »« Et que viens-tu y faire ?»« Empêcher une folie. Est-ce vrai ce que les journaux racontent ?»« Parfaitement. Et les préparatifs vont bon train. » « Où sont-ils ces préparatifs que je les mette en pièces ?»« Calme-toi, mon cher Dick, je ne serais pas parti sans t'écrire. »« Je me moque bien que... » « Parce que j'ai l'intention de t'emmener avec moi. » À ces mots, l'Écossais fit un bond qu'un chamois n'aurait pas désavoué. « Moi ?»« Je t'ai choisi de préférence à tout autre. Mais asseyons-nous, que je t'explique l'opération en détail. » Le docteur Fergusson eut beau lui expliquer son plan, Dick Kennedy ne resta auprès de lui que pour l'empêcher de partir. Le docteur avait un domestique qui répondait avec empressement au nom de Joe. Il vouait à son maître une confiance absolue et avait pour lui un dévouement sans bornes. Dès que son maître eut conçu le projet de traverser l'Afrique par les airs, ce fut pour Joe une chose faite. Aussi, il ne faut pas s'étonner si, toute déférence gardée, la discussion s'élevait quelquefois entre le digne serviteur et l'ami Kennedy. « Il ne partira pas !» s'entêtait Dick. « Il partira !» répliquait le domestique, qui, même si son maître ne lui en avait jamais parlé, savait très bien qu'il ferait partie du voyage. « Et tu ne refuseras pas de l'accompagner ? Moi ? Il ne manquerait plus que ça. Le laisser seul, alors que nous avons couru le monde ensemble ?» Cette discussion avait failli faire oublier au brave Joe qu'il était venu pour prévenir Dick Kennedy d'avoir à se préparer pour le pesage. « Le pesage ? Comme les jockeys ? » « Il paraît que c'est nécessaire pour la machine. »« Je n'irai pas. »« Vous dites ça parce qu'il n'est pas là. Mais quand il vous dira face à face, Dick, sauf votre respect, Dick, j'ai besoin de connaître exactement ton poids, vous irez. Je vous en réponds. »« Je n'irai pas. » Ce fut juste à ce moment-là que le docteur entra. « Dick, viens avec Joe. J'ai besoin de savoir ce que vous pesez tous les deux. »« Mais tu pourras garder ton chapeau sur la tête. »« Viens. »
et Kennedy y alla. Cette opération du pesage était absolument nécessaire pour que le docteur Ferguson sache exactement quelle capacité il fallait donner au ballon. Les 3 hommes, la nacelle, les appareils, les vivres et le lest, représentaient un poids de 4000 livres qui nécessitait pour être soulevé dans les airs 1661 mètres cubes d'hydrogène. La contenance du ballon devait être supérieure à ce volume, car, à mesure qu'il monte dans les couches moins denses de l'air, le gaz qu'il renferme a tendance à se dilater. Pour que l'enveloppe, sous la pression du gaz, ne risque pas d'éclater, il faut généralement prévoir de ne la remplir qu'aux 2/3. Le docteur Ferguson, lui, avait décidé de donner à son ballon une capacité double du volume de gaz. La raison en était très simple. Pour monter, un ballon lâche du lest. Pour descendre, il libère du gaz. Et cette opération est tout à fait impossible au-dessus de l'Afrique, où il était exclu de pouvoir renouveler le stock. Alors, en grand secret, le docteur Ferguson avait mis au point un appareil qui, grâce à une réserve d'eau et à une pile Bunsen, lui permettait de chauffer le gaz ou de le refroidir, selon que l'on voulait monter ou descendre. Cela, avait-il expliqué à son ami Dick, nous permettra, sans perdre une parcelle de gaz, de nous élever pour franchir les obstacles et de monter chercher les vents qui nous conviendront. Les innovations du docteur Ferguson ne s'arrêtaient pas là. Pour se mettre à l'abri d'un déchirement de l'enveloppe du ballon, qui aurait irrémédiablement compromis l'expédition, il avait placé un 2e ballon à l'intérieur du premier. En cas d'incident, cet ingénieux dispositif aurait permis aux voyageurs de se débarrasser de l'enveloppe hors d'usage et de poursuivre leur route en lâchant un peu de lest. Le 19 février, tout était prêt, et le docteur Ferguson, accompagné de son fidèle Joe, pouvait embarquer à bord du Resolute que le gouvernement avait mis à sa disposition pour le transport de l'aérostat. Dick Kennedy, lui aussi, était du voyage, non qu'il ait donné son accord pour une expédition aussi folle, mais parce qu'au dernier moment, il espérait retenir son ami. C'était de Zanzibar que les aventuriers devaient partir pour leur fantastique voyage. Le Resolute y arriva le 15 avril, après une traversée sans histoire. Il ne restait plus qu'à gonfler le ballon. Seulement, au moment du débarquement de ce ballon, le consul fut informé que, persuadé qu'on en voulait au Soleil et à la Lune, 2 astres qui sont un objet de vénération pour les peuplades africaines, la population de l'île avait décidé de s'opposer par la force à l'envol de l'aérostat. Pour éviter des incidents, on préféra aller procéder au gonflage sur un îlot désert situé au large du port. Cela n'empêcha pas d'ailleurs la population de s'ameuter sur le rivage pour manifester sa colère par des cris, des grimaces et des contorsions. Les sorciers parcouraient les groupes irrités en soufflant sur cette irritation. Les faiseurs de pluie qui prétendaient commander aux nuages appelèrent les ouragans et les averses de pierre à leur secours. On fit bouillir à petit feu des feuilles dans une grande marmite. On tua un mouton en lui enfonçant une longue aiguille dans le cœur. En dépit de toutes ces cérémonies, le ciel resta serein et les sorciers en furent pour leurs moutons et leurs grimaces. Le lendemain, à 6 heures du matin, le ballon se balançait légèrement au souffle du vent de l'Est. Le moment était venu de partir. Alors Kennedy alla droit au docteur et lui prit la main. « Il est bien décidé, Samuel, que tu pars. »« C'est décidé. J'ai bien fait tout ce qui dépendait de moi pour empêcher ce voyage. Tout. Alors j'ai la conscience tranquille. Et je t'accompagne. » Les 3 compagnons prirent place dans la nacelle. Le docteur alluma le chalumeau qui devait chauffer l'hydrogène, et le ballon commença à tirer sur les cordes retenues par les matelots. « Messieurs, s'écria le docteur en ôtant son chapeau, donnons à notre navire aérien un nom qui lui porte bonheur, qu'il soit baptisé Victoria. » Un hurrah formidable retentit, poussé par l'équipage. « Lâchez tout !» cria le docteur. Et le Victoria s'éleva dans les airs, tandis que les canons du Resolute tonnaient en son honneur. Ce furent les habitants du petit village de Tounda qui furent étonnés de voir apparaître dans les airs une monstrueuse machine avançant majestueusement dans le silence le plus complet. Le Victoria, poussé par un vent d'est, avait franchi le détroit qui séparait l'île de Zanzibar du continent africain
et ce furent des hurlements de crainte et de colère qui saluèrent son arrivée sur cette côte inhospitalière. On dirigea même des flèches contre le monstre des airs, mais, bien entendu, ce fut en vain. Il ne faudra tout de même pas que l'une d'elles nous atteigne et déchire l'enveloppe. À cette altitude, nous ne risquons rien, mon cher Dick. D'ailleurs, nous allons encore monter pour franchir le mont Dutumi qui se dessine là-bas. Le docteur Fergusson alluma son chalumeau, le Victoria prit de la hauteur, et les 3 voyageurs, confortablement installés dans la nacelle, regardèrent défiler sous eux les paysages de l'Afrique, en se disant qu'il était tout de même plus agréable de la parcourir ainsi qu'à pied, au milieu des dangers et des difficultés, comme l'avaient fait les précédents explorateurs. À l'approche du soir, le Victoria avait franchi le mont Dutumi, et le docteur Fergusson décida d'y ancrer le ballon pour y passer la nuit. Il n'était pas question, en effet, de poursuivre le voyage dans l'obscurité et de ne rien voir. On lança les ancres, dont une s'accrocha dans les branches d'un opale énorme, et Joe se laissa glisser le long de la corde pour l'assujettir avec une plus grande solidité. À l'abri de la masse du mont Dutumi, les vents ne soufflaient plus, et le Victoria se dressait immobile. Les 3 hommes purent passer dans sa nacelle la nuit la plus paisible du monde, en ne manquant pas, bien sûr, d'assurer à tour de rôle une veille qui préviendrait de tout incident. Le lendemain, après que Joe fut descendu dans les branches de l'arbre pour libérer l'ancre et eut regagné la nacelle à l'aide d'une échelle de corde, le Victoria reprenait son vol. La région que les 3 voyageurs survolaient était particulièrement insalubre. Des pluies torrentielles y avaient pourri la végétation, et c'était un peu comme si, du sol, s'élevaient les émanations d'un cadavre en putréfaction. « Nous allons prendre de l'altitude, dit le docteur Fergusson. Cela nous permettra d'échapper aux fièvres qui règnent dans ces régions. » Dans le courant de l'après-midi, la zone dangereuse était dépassée, et le Victoria avait franchi sans incident les arêtes du Rubeho, dont le nom signifie dans la langue du pays « passage des vents ». Le docteur Fergusson fit perdre de l'altitude au ballon, et on lâcha les ancres, dont l'une alla s'accrocher aux branches d'un vaste sycomore. « Maintenant, mes amis, prenez 2 fusils et tâchez de nous ravitailler en viande fraîche. Pour moi, je resterai à bord et je vous alerterai d'un coup de feu si un incident quelconque survenait. » Enfoncé dans une forêt de gommiers, Dick venait d'abattre une superbe antilope, lorsque, dans le lointain, une carabine fit écho à son coup de feu. « Vite, monsieur Kennedy! Le docteur Fergusson est en danger !» Les 2 hommes, après avoir chargé la bête, se précipitèrent en direction du Victoria. Mais des coups de feu continuaient à se faire entendre, comme si Fergusson devait faire front à un ennemi quelconque. « Regardez! Une troupe de noirs l'attaque !» Ça n'était pas des noirs, mais des singes géants qui s'étaient lancés à l'assaut du sycomore et du Victoria. L'arrivée d'un renfort inattendu les mit en déroute. Dick et Joe sautèrent dans la nacelle après avoir libéré l'ancre, et le Victoria s'éleva dans le ciel, poussé vers l'est par un vent modéré. Il ne restait plus qu'à apprêter pour le repas du soir des steaks d'antilope, dont on sait que la chair est des plus délicieuses. Le lendemain, après une halte au mar de Jiuelamkoa, pour renouveler la provision d'eau nécessaire au fonctionnement du chalumeau, le Victoria planait au-dessus de la ville de Kazeh, située à 590 km de la côte. À la vérité, Kazeh n'est pas une ville, mais une vaste agglomération de cases et de marchés où règne une agitation perpétuelle. À l'apparition du Victoria, cette agitation cessa et la foule disparut dans les cases et sous les huttes. Si nous continuons à produire cet effet, nous aurons quelques difficultés à établir des relations commerciales avec ces gens-là. Il faut cependant, mon cher Dick, que nous essayions d'entrer en pourparlers avec ces Africains. Mais il sera important de rester très prudent, car le Victoria n'est à l'abri ni d'une balle ni d'une flèche. Le ballon avait continué à descendre. Il avait accroché une de ses ancres au sommet d'un arbre de la place du marché, et la population commença à réapparaître. Ce furent les sorciers qui furent les plus entreprenants. Ils s'avancèrent, suivis de la foule, et les tambours se mirent à battre, tandis que les mains se tendaient vers le ciel. C'est leur manière de supplier, dit le docteur Fergusson. Si je ne me trompe, nous allons être appelés à jouer un grand rôle. Un des sorciers, qui s'était avancé davantage que les autres,
fit un grand signe. La foule se tut et il s'adressa aux voyageurs. Le docteur Ferguson, qui n'avait pas compris un traître mot de la harangue, essaya de répondre en arabe. La chance voulut que ce soit une langue que parlait aussi le sorcier, et ce dernier se lança dans un long discours dont le docteur Ferguson retint essentiellement que les indigènes prenaient tout simplement le Victoria pour la Lune et ses 3 passagers pour les fils de la Lune. Il n'était pas question de détromper ce peuple, qui aurait pu devenir menaçant, et avec beaucoup de simplicité, le docteur Ferguson expliqua en arabe que la Lune, en effet, faisait tous les 1000 ans une tournée départementale pour se montrer à ses adorateurs, et qu'il les priait de profiter de sa divine présence pour faire connaître leurs besoins et leurs vœux. Très impressionné par la proposition, le sorcier répondit que le sultan du pays, malade depuis des années, réclamait le secours du ciel, et il invita le fils de la Lune à se rendre auprès de lui. « Tu ne vas pas y aller ?» intervint Dick. « Pourquoi ? Ces gens paraissent bien disposés à notre égard, et je connais suffisamment de médecine pour me tirer d'affaire. » Le docteur Ferguson annonça à la foule que la Lune, prenant en pitié leur souverain, l'avait chargé de le guérir. Les clameurs qui lui répondirent ne l'empêchèrent pas de recommander à Dick Kennedy de maintenir le chalumeau sous pression pour être prêt à toute éventualité, et à Joe de se tenir au pied de la nacelle pour la libérer à l'instant si le besoin s'en faisait sentir. Comme les clameurs se faisaient de plus en plus insistantes, Joe ne put s'empêcher de remarquer, tandis que le docteur s'éloignait, « Je les trouve un peu impérieux envers les divins fils de la Lune. » Et il s'assit sur le sol, au pied de la nacelle, tandis que les jeunes filles, qui n'avaient pas suivi le cortège, s'agitaient autour de lui avec le plus grand respect. « Adorez, adorez, mesdemoiselles, je suis un bon diable, quoique fils de déesse. » On lui présenta toutes sortes de dons propitiatoires, et même une boisson tellement forte que son gosier, pourtant habitué au gin et au whisky, ne put supporter. Elle lui arracha même une horrible grimace, que l'assistance prit d'ailleurs pour un aimable sourire. Les offrandes terminées, on passa aux danses, et, ne voulant pas être en reste, Joe entreprit de danser, lui aussi, une gigue de son pays. Pendant ce temps, le docteur Ferguson, escorté par les sorciers et la grande masse de la population, se présentait devant la case royale. On l'y introduisit avec les plus grands égards, et au milieu des femmes de Sa Majesté, il découvrit le sultan, un homme de 40 ans qui gisait sur son lit, indifférent à tout ce qui se passait autour de lui. Le docteur Ferguson eut au fait de se rendre compte que cette maladie, qui se prolongeait depuis des années, n'était qu'une ivresse perpétuelle. Le royal ivrogne avait peu à peu sombré dans un coma dont rien ne pourrait le tirer. Comme il lui fallait tout de même ne pas décevoir la foule, l'envoyé de la Lune administra au malade quelques gouttes d'un violent cordial qui ranima quelques instants ce corps abruti. Il n'en fallut pas plus pour que redouble l'enthousiasme de la foule. Mais le docteur Ferguson crut tout de même plus prudent de laisser ses adorateurs sur cette bonne impression et de reprendre rapidement la direction de la nacelle. Bien lui en prit, car brusquement la foule qui l'entourait se mit à hurler, à l'insulter, à le menacer. La Lune, la vraie Lune, venait d'apparaître dans le ciel. Et, poursuivi par la populace déchaînée, le docteur Ferguson n'eut que la ressource de courir jusqu'à la nacelle que Joe libéra en tranchant rapidement la corde de l'ancre. Ce fut au milieu d'une nuée de flèches que le Victoria s'éleva dans le ciel. Par bonheur, aucune ne l'atteint. Une demi-heure plus tard, on n'apercevait même plus la ville de Kazeh. La tranquillité n'était pas pour autant revenue dans la nacelle. La chaleur devenait étouffante. L'air était chargé d'électricité. On sentait qu'un orage n'allait pas tarder à éclater, et pour comble de malheur, le vent qui était tombé laissait le Victoria immobile au-dessus des arbres gigantesques. Il serait peut-être plus prudent de descendre, hasarda Dick Kennedy. Non, mon ami. Si l'orage éclatait, nous serions beaucoup plus en danger au sol que dans les airs. Les rafales de vent pourraient jeter le Victoria à terre, et la foudre aurait autant de chances de l'atteindre que dans le ciel. La seule solution
était de garder la position et d'attendre. Aussi les 3 hommes prirent leur disposition pour passer la nuit dans les airs. Il était 10 heures du soir et Fergusson était de garde, lorsque brusquement un éclair déchira le ciel. « Alerte !» cria-t-il. Dick et Joe, réveillés en sursaut, se tenaient déjà à ses ordres. « Allons-nous descendre ?»« Non, montez avant que les nuages n'éclatent au-dessus de nous !» Déjà, il activait le chalumeau et le Victoria s'élevait. Soudain, c'était l'orage tropical dans toute sa violence, avec une suite ininterrompue d'éclairs et un vent qui secouait la nacelle avec une violence inouïe. « Si la foudre nous atteint, nous sommes perdus !»« Pas obligatoirement. L'hydrogène s'enflammera peu à peu. Préparons-nous à combattre l'incendie !» Et tout en hurlant dans la tempête, le docteur Fergusson activait son chalumeau. C'était un spectacle fantastique qui s'offrait aux 3 hommes. Autour d'eux, le ciel était en feu. Mais le Victoria continuait à monter, et bientôt, il fut au-dessus des éclairs et de l'orage. Sauvé. Il suffit de rester à cette altitude. C'était tout de même un joli spectacle, conclut philosophiquement Joe. Et les 3 voyageurs s'organisèrent pour terminer la nuit. Au matin, le calme était revenu, et le soleil se levait dans un ciel débarrassé de ses nuages. Le vent nous entraîne nord-est. C'est une bonne direction pour atteindre l'équateur. Et après avoir rangé les instruments qui lui avaient servi à établir la position du ballon, le docteur Fergusson décida que vers midi, on se poserait pour se procurer un peu de viande fraîche. À midi, cependant, le Victoria, qui se trouvait par le travers du lac Ukéréou, ne survolait qu'une étendue immense de hautes herbes. Nous ne trouverons dans cette prairie aucun point pour nous amarrer. Laissons tout de même traîner nos ancres. Joe procéda à l'opération, et les ancres, entraînées par le ballon, tracèrent de longs sillons, vite refermés par la végétation. Les voyageurs commençaient à désespérer de trouver un point d'ancrage, lorsque le Victoria fut ébranlé par une secousse. Nous avons dû toucher un rocher. Non, c'est un éléphant. Les herbes sont tellement hautes qu'elles le dissimulaient complètement. L'ancre s'est prise dans ses défenses. Il faut l'abattre pour nous en libérer, conclut Dick, qui s'était déjà emparé de sa carabine. N'en fais rien, il nous entraîne dans la bonne direction. Et le ballon poursuivit sa course, remorqué par l'énorme pachyderme. La course dura plus d'1 heure et demie, et elle aurait certainement duré encore davantage, si le docteur Fergusson ne s'était rendu compte que l'éléphant se dirigeait vers un bois de camaldore, où le ballon allait certainement se faire déchirer. « Il faut abattre cette bête !» Dick Kennedy s'était déjà emparé de sa carabine. La première balle, tirée au crâne, s'aplatit comme sur une plaque de tôle. Les suivantes ne parvinrent qu'à exciter la fureur de l'éléphant sans interrompre sa course. Et ce ne fut qu'au moment où, arrivé à moins de 100 mètres du bois, on s'apprêtait à trancher la corde d'un coup de hache, qu'une balle placée dans l'œil l'arrêta. Ce fut le pachyderme qui fit les frais du repas du soir. L'endroit paraissait si tranquille qu'on décida d'y passer la nuit. Dick Kennedy profita de la halte pour constituer une réserve de perdrix, et le lendemain, à 5 heures, le Victoria reprenait son vol, en direction, pensait le docteur Fergusson, des mystérieuses sources du Nil. En 1862, on n'avait aucune certitude sur les sources du Nil. Certains pensaient qu'il naissait du trop-plein du lac Victoria, mais personne n'en avait la preuve. Ce fut à midi que les voyageurs aperçurent ce lac énigmatique. Il s'étendait aussi vaste qu'une mer. Il fallait en survoler la partie nord 2 jours si l'on voulait être sûr d'apercevoir quelque chose. Alors, vers 6 heures du soir, le docteur Fergusson décida de se poser sur une île du lac et d'y attendre le lendemain. Il était 4 heures du matin lorsque le Victoria reprit son vol. Le vent soufflait en direction du nord, ce qui était un bon présage. Vers 9 heures, la côte ouest se rapprocha. Le vent s'éleva un peu vers l'est, et l'on put apercevoir l'autre rive du lac. De hautes montagnes y dressaient leurs pics arides, mais entre elles, une gorge profonde et sinueuse livrait passage à une rivière bouillonnante. « Voyez, mes amis, voyez !»
Les Arabes avaient raison lorsqu'ils parlaient d'un fleuve par lequel le lac Victoria se déchargeait vers le nord. Ce fleuve existe, nous le descendons, et cette goutte d'eau qui coule sous nos pieds va certainement se confondre avec les flots de la Méditerranée. C'est le Nil, mes amis. C'est le Nil! Vive le Nil! Cria Joe, qui criait volontiers vive quelque chose lorsqu'il était en joie. Et ce Nil, le Victoria le descendait, le survolant à 100 pieds à peine, tandis que le docteur l'observait dans ses moindres détails, comme s'il cherchait un indice. Là! Il faut aborder là! C'était une île couchée au milieu du fleuve que le docteur indiquait. L'île de Banga, certainement celle qu'a décrite Andrea de Bono, l'homme qui a remonté le plus haut le cours du fleuve. Il dit y avoir gravé ses initiales sur un rocher. Si nous les retrouvons, nous pourrons être sûrs que ce fleuve est le Nil. Ils les trouvèrent en effet, et lorsque le Victoria reprit son vol, le docteur déploya en signe de victoire le pavillon aux armes d'Angleterre, que personne d'ailleurs ne pouvait admirer. Le lendemain de ce jour mémorable, le Victoria s'engageait au-dessus de la partie de l'Afrique que jamais personne n'avait encore explorée. Si nous en croyons les dires des Arabes, la région que nous survolons serait celle habitée par les Nyam-Nyam. Nyam-Nyam ? Oui, ce nom n'est qu'une onomatopée qui reproduit le bruit de la mastication. Faut-il en conclure que ce sont des mangeurs de chair humaine ? Exactement, mon cher Dick. Si je dois être mangé dans un moment de disette, répliqua Joe, je veux bien que ce soit à votre profit, monsieur Dick, et à celui de mon maître. Mais nourrir ces moricots, j'en mourrais de honte. Tandis que se déroulait cette conversation édifiante, le Victoria survolait une clairière, au milieu de laquelle s'élevait un village dont les habitants regardaient passer le ballon avec stupéfaction. « Je vais leur envoyer une bouteille vide !» s'exclama Joe, qui était vraiment en veine de plaisanterie. « Si elle arrive saine et sauve, je parie qu'ils l'adoreront. » Joe joignit le geste à la parole, mais comme la bouteille se brisa en 1000 morceaux en arrivant au sol, les indigènes, après un moment de frayeur, se précipitèrent pour en ramasser les débris. Probablement pour s'en faire des amulettes, estima Joe. Et le Victoria continua sa course. C'était une plaine qu'il survolait lorsque des cris et des sifflements attirèrent l'attention des voyageurs. Deux peuplades se battaient avec acharnement et faisaient voler des nuées de flèches dans les airs. Les combattants, avides de s'entretuer, ne s'apercevaient même pas de l'arrivée du ballon. Lorsqu'ils l'aperçurent, ils marquèrent un temps d'arrêt, quelques flèches volèrent vers la nacelle, et le massacre reprit. « J'ai une furieuse envie d'intervenir dans le combat, » expliqua Dick, en brandissant sa carabine. « Non !» lui répondit vivement le docteur. « Mêlons-nous de ce qui nous regarde. » Le chef de l'un des partis se distinguait par une taille athlétique et une force herculéenne. À un moment, rejetant sa sagaie rouge de sang, il se précipita sur un blessé, lui trancha le bras d'un seul coup, et le portant à sa bouche, il y mordit à pleines dents. « Ah, l'horrible bête !» s'exclama Dick. Et le guerrier, frappé d'une balle en plein front, tomba en arrière. Cette mort venue du ciel frappa de stupeur les combattants, et en un instant, ils se dispersèrent, tandis que le Victoria prenait de l'altitude pour s'éloigner de ce lieu de massacre. Les voyageurs s'étaient arrêtés pour la nuit, lorsque vers minuit, une rumeur les intrigua. Peut-être quelques bêtes sauvages qui se sont attroupées à proximité de l'arbre? Non, cela me semble plutôt provenir d'un groupe d'hommes ou d'un village. Les deux amis en étaient là de leur réflexion, lorsqu'un appel s'éleva dans la nuit. « À moi! À moi !» Un Français appelait à l'aide. Un missionnaire, peut-être? Nous ne pouvons pas le laisser aux mains de ces sauvages. Mais comment le secourir dans cette obscurité? Attendez. L'essentiel est que même avec un poids supplémentaire, nous puissions nous élever le plus rapidement possible. Joe va d'abord détacher l'ancre. Puis nous empilerons les sacs de lest sur le bord de la nacelle, pour pouvoir les jeter d'un coup, au moment de l'action. Joe s'occupera de jeter le lest, et toi, Dick, tu enlèveras le prisonnier. Mais l'obscurité, mon maître, je m'en charge.
le docteur Fergusson débrancha les 2 fils conducteurs de la pile Bunsen et brancha à leur extrémité 2 morceaux de charbon taillés en pointe. « Attention !» Il rapprocha les 2 charbons et une immense gerbe de lumière déchira la nuit. « Là, je le vois !» Le baobab au-dessus duquel se tenait le Victoria se dressait au milieu d'une clairière. Non loin de lui, un poteau de torture planté au centre d'un village. Et au pied de ce poteau, un homme d'une 30aine d'années, tellement à bout de force qu'on avait jugé inutile de l'attacher. « Allons-y !» Épouvantés par cette comète éblouissante qui avait brusquement surgi de la nuit, les sauvages s'étaient précipités à l'abri de leur case, et le ballon, poussé par un vent favorable, put lentement descendre vers le poteau de torture. Lorsqu'arrivé à sa hauteur, la nacelle effleura le sol, Dick saisit l'homme qui avait levé les mains vers le ciel, et Joe jeta le lest. Le docteur s'attendait à monter avec une rapidité extrême, mais contrairement à ses prévisions, le ballon, après s'être élevé à 3 ou 4 pieds au-dessus du sol, demeura immobile. « On nous retient !» s'écria-t-il avec l'accent de la terreur. « Un de ces maudits noirs s'est accroché à la nacelle !» D'autres accouraient en poussant des cris atroces. « Dick, Dick, la caisse à eau !» Dick réagit instantanément et, saisissant une des caisses à eau, la précipita par-dessus bord. Le Victoria, subitement délesté, fit un bond dans les airs au milieu des rugissements de la tribu à laquelle le prisonnier échappait dans un rayon de lumière éblouissante. Un instant plus tard, le ballon fit un nouveau bond. Le sauvage avait lâché prise et l'on put le voir, les bras écartés, tourbillonner dans l'espace avant d'aller s'écraser sur le sol. C'était bien un missionnaire français que les voyageurs avaient sauvé. Mais « sauver » n'était pas tout à fait le mot, car en voyant sa faiblesse et l'état de ses blessures, il était facile de se rendre compte qu'il n'en avait plus pour longtemps à vivre. C'était un pauvre jeune homme du Morbihan qui avait quitté son village pour se faire lazariste. À cette vie d'abnégation, il avait encore voulu ajouter une vie de danger, et priant et marchant, il avait parcouru l'Afrique, espérant que ses paroles d'amour amèneraient un peu de paix parmi ces peuplades sauvages. Après 5 ans d'efforts, on lui avait répondu par la mort. « Je ne regrette rien », acheva le mourant dans un murmure. « Cette vie qui s'en va appartient à Dieu. » Les 3 amis étaient bouleversés. Ils se retenaient pour ne pas pleurer. Et durant tout ce qu'il restait de la nuit, comme durant toute la journée du lendemain, ils firent l'impossible pour soulager les souffrances du pauvre jeune homme. La nuit qui succéda fut une nuit merveilleuse, comme si le ciel se préparait à recevoir l'âme du martyr. Il n'y avait plus de vent, les étoiles brillaient. La mort est le commencement des choses éternelles, murmura le mourant. Mettez-moi à genoux, mes frères. Kennedy le souleva. « Mon Dieu, ayez pitié de moi. » Sa figure resplendit. Loin de cette terre dont il n'avait jamais connu les joies, au milieu de cette nuit qui lui jetait ses plus douces clartés, il semblait déjà vivre une existence nouvelle. Son dernier geste fut une bénédiction suprême à ses amis d'un jour, et il retomba dans les bras de Kennedy, dont le visage se baignait de grosses larmes. Durant tout le reste de la nuit, le corps fut veillé tour à tour par les 3 hommes, et le lendemain, comme il fallait ensevelir le cadavre, le docteur Fergusson décida de poser le Victoria dans un ravin de roches plutoniques. Le sol était dur. Dick et Joe eurent beaucoup de mal pour creuser une tombe. Le martyr y fut déposé, et on le recouvrit de roches pour le mettre à l'abri des animaux sauvages. Durant l'opération, le docteur restait immobile et perdu dans ses réflexions. « À quoi penses-tu » finit par lui demander Kennedy. « À un contraste bizarre. Savez-vous dans quelle terre cet homme d'abnégation est enseveli ? Dans une mine d'or. » En entendant ces mots, le brave Joe perdit son sang-froid. Il se précipita sur les fragments épars, et si on l'avait laissé faire, il en aurait amassé une telle quantité que le Victoria n'aurait jamais pu s'élever dans le ciel. Il fallut bien qu'il se contente d'une charge raisonnable, mais qui suffirait à le rendre riche jusqu'à la fin de ses jours.
Le Victoria survolait maintenant une zone désertique, où il était impossible de découvrir la moindre trace de source. Le Sahara n'était pas loin, et cela était d'autant plus inquiétant qu'après s'être débarrassé d'une partie de la réserve d'eau pour sauver le missionnaire, il fallait économiser ce qui restait si l'on voulait continuer à faire fonctionner le chalumeau. Bientôt ce fut le sable qui s'étendit à perte de vue, et pour compliquer la situation, le vent cessa de souffler. Si nous restons sur place, nous allons finir par mourir de soif. C'était, hélas, la triste vérité. Et le Victoria continuait à rester immobile, suspendu entre le ciel et le sable. On commença par réduire les rations de boisson, puis on les réduisit encore, et l'eau réservée à la boisson ne faisait guère plus d'1 litre, lorsque Joe, dans le lointain, aperçut des arbres. « Une palmeraie !» Ce n'était en fait que quelques arbres chétifs, desséchés eux aussi par la soif. Mais qui dit arbre, dit eau, et les 3 hommes, persuadés qu'ils allaient en trouver, engloutirent ce qui restait dans leur gosier desséché. Un puits, autrefois, s'était en effet trouvé là, mais il s'était asséché, et lorsque le Victoria se fut posé, les voyageurs ne découvrirent autour des arbres que les ossements blanchis d'anciennes caravanes, attirées là par la vue des arbres et qui y étaient mortes de soif. Il ne restait plus qu'à repartir, en sacrifiant encore quelques litres pour allumer le chalumeau et faire monter le ballon. Le vent ne soufflait toujours pas. On ne parcourait chaque jour qu'une distance insignifiante. On mourait de soif et les hallucinations commençaient lorsque le Victoria commença à descendre. Faute d'eau, le chalumeau s'était arrêté et la nacelle vint reposer sur le sol. Par bonheur, ce point de désert se trouvant à la hauteur du niveau de la mer, le ballon, attiré par sa force ascensionnelle, resta droit au-dessus de la nacelle. Si le vent se levait, il pourrait repartir. Ce n'était qu'un espoir bien mince, mais un espoir tout de même. Un espoir qui n'empêchait pas les malheureux de mourir peu à peu desséchés par le soleil. Il gisait presque inanimé à l'ombre maigre de la pauvre palmeraie, lorsqu'une voix qui n'avait plus rien d'humain s'écria « Là-bas! Là-bas !» Le désert s'agitait comme une mer en fureur, des vagues de sable déferlaient les unes sur les autres. « Le Simoun !» s'écria le docteur Fergusson. « Tant mieux, nous allons mourir. »« Au contraire, Dick, nous sommes sauvés. Ce vent de sable va nous entraîner. Vite, à la nacelle !» Le ballon s'agitait déjà lorsque les 3 hommes prirent place dans la nacelle. « Maintenant, Joe, jette une 50aine de livres de ton minerai. » Joe n'hésita pas, et le Victoria s'éleva dans le ciel. Il était temps. Le vent le saisissait et le précipitait avec une violence incroyable vers d'autres horizons. Quatre heures plus tard, le calme était revenu et les 3 voyageurs approchaient d'une oasis. « L'eau! L'eau est là !» s'écria le docteur Fergusson. Il libéra un peu de gaz pour permettre la descente, et la nacelle se posa à proximité des palmiers, tout près d'une source souterraine, dans laquelle les 3 voyageurs se jetèrent pour y boire à s'en saouler. Ils étaient sauvés. Mais fallait-il encore que le vent se lève pour qu'ils reprennent leur voyage? L'attente dura 3 jours. Puis le baromètre baissa, annonçant l'ouragan. Il était là, accourant du bout de l'horizon. Les 3 compagnons n'eurent que le temps de sauter dans la nacelle. Joe jeta encore quelques roches de son précieux minerai pour compenser le poids de l'eau que l'on avait embarquée, et une nouvelle fois, le Victoria prit son envol. Le moins que l'on pouvait dire était qu'il était secoué comme un fétu de paille. Mais le lendemain, ils avaient parcouru une distance considérable et avaient quitté le désert pour survoler des pays arabes. Le 11 mai, le Victoria approchait de la ville de Mosfeia lorsque l'attention des voyageurs fut attirée par le cortège d'un cheikh faisant son entrée dans la ville. Voulant voir de plus près cette escorte brillante, le docteur fit descendre le ballon, mais à mesure qu'il grossissait, les signes d'une profonde terreur s'emparaient des indigènes. Bientôt, ils détalèrent de toute la vitesse de leurs jambes ou de celle de leurs chevaux. Et il ne resta plus que le cheikh, qui, armé de son long mousquet,
attendit fièrement. Le Victoria perdit encore de l'altitude, et le docteur Fergusson, de sa plus belle voix, salua en arabe ce cavalier intrépide. « Salam alaykoum !» À ces paroles descendues du ciel, le cheikh mit pied à terre, se prosterna sur la poussière du désert, et rien ne put le distraire de son adoration. Toutes les rencontres, hélas, ne devaient pas se dérouler de la même façon. À midi, le Victoria survolait l'Ogoum, à 200 pieds du sol, lorsque le vent cessa. L'apparition de l'aéronef avait produit sur la population son effet habituel, le marché avait été abandonné et les rues désertées. Voulant en profiter pour voir les choses de plus près, le docteur avait fait descendre le ballon jusqu'à 60 pieds, lorsque le gouverneur sortit de sa demeure, déployant son étendard vert. Entouré de la foule que sa présence avait enhardie, il intima au Victoria, avec force geste, l'ordre de s'en aller. Faute de vent, le docteur Fergusson ne pouvait s'exécuter. Alors, à ces moyens d'intimidation jugés insuffisants, on en joignit de plus redoutables. Des soldats armés d'arcs et de flèches se rangèrent en ordre de bataille. Déjà, sous l'effet du chalumeau, le Victoria se gonflait et prenait de l'altitude. Se rendant compte qu'il était maintenant hors de portée des flèches, le gouverneur s'empara d'un mousquet et visa le ballon. C'était Dick Kennedy qui avait tiré, et sa balle avait brisé le mousquet entre les mains du cheikh. À ce coup inattendu, ce fut la déroute générale. Chacun se réfugia au plus vite dans sa case, et la ville demeura déserte, comme si la présence du Victoria, restant, faute de vent, immobile au-dessus d'elle, l'avait figée. À la nuit, le vent ne s'étant toujours pas levé, il fallut rester sur place, à 300 pieds au-dessus de la ville. Pas un feu ne brillait. Tout était silencieux. Soudain, vers minuit, la ville parut s'embraser. Des centaines de raies de feu se croisaient comme des fusées, formant un enchevêtrement de lignes de flammes. Dieu me pardonne, on dirait que l'incendie monte vers nous. Il montait en effet. Les habitants avaient lâché des milliers de pigeons, la queue garnie de matière combustible. S'ils atteignaient le ballon chargé d'hydrogène, le voyage était terminé. Le docteur n'hésita pas. Il saisit le plus gros morceau du minerai aurifère et le jeta par-dessus bord. Délesté, le Victoria s'éleva hors de l'atteinte des dangereux oiseaux. Pendant 2 heures, on les vit courir çà et là dans la nuit. Puis ils s'éteignirent un à un, et le calme revint. Ce fut le lendemain, vers 9 heures du matin, que les voyageurs arrivèrent au-dessus du lac Tchad. Le docteur prenait ses dispositions pour permettre au Victoria d'en explorer les rives, lorsqu'un groupe de 14 oiseaux apparut dans le ciel. C'étaient des gypaètes, des aigles redoutables, capables de déchirer l'enveloppe du Victoria si on les laissait s'approcher. Et justement, ils attaquaient. Les 3 hommes en avaient abattu 4, mais les autres étaient passés au-dessus du ballon et il n'était plus possible de les atteindre. Ils avaient déchiré la première enveloppe et le Victoria commençait à descendre. « Vite! Jetez tout ce que l'on peut jeter, il faut rétablir l'équilibre et permettre au ballon intérieur de nous supporter seul. » En un instant, tous les fragments de minerai aurifère avaient disparu. Et nous continuons à descendre. « Videz! Les caisses à eau, les provisions !» La chute devint moins rapide, mais les malheureux tombaient toujours. « Jetez! Jetez encore !»« Il n'y a plus rien, Samuel. »« Si, » répondit laconiquement Joe, et se signant rapidement, il disparut par-dessus le bord de la nacelle. « Joe! Joe !» Pour sauver ses compagnons, le brave garçon s'était jeté dans le Tchad. La chute était freinée, mais aucun des 2 hommes ne songeait à s'en réjouir. Joe est un excellent nageur, il pourra peut-être atteindre une de ces îles. De toute façon, nous ne quitterons pas le lac sans avoir tout mis en œuvre pour le retrouver. Le plus urgent était de débarrasser le Victoria de son enveloppe inutile. Les 2 hommes y passèrent 4 heures lorsqu'ils purent se poser sur les rives du lac. Le lendemain, les recherches commencèrent, mais ce fut en vain. Et les 2 amis ne trouvèrent que la solution de maintenir le Victoria au-dessus du Tchad ou à proximité pour que Joe puisse l'apercevoir et signaler sa présence. Lorsqu'il avait plongé dans les eaux du Tchad, Joe n'avait vu en aucune façon sa situation désespérée. Il s'était débarrassé de ses vêtements pour être plus à l'aise et s'était mis à nager en direction d'une île qu'il avait aperçue de la nacelle du Victoria.
Ce ne fut qu'au moment d'y aborder qu'il se mit à penser aux caïmans qui infestaient les eaux du lac. Pourvu que je ne tombe pas sur une de ces affreuses bêtes, le mieux est de nager entre deux eaux pour ne pas attirer leur attention. Il venait de s'enfoncer sous les eaux du lac lorsqu'il se sentit saisi par le bras, puis par le milieu du corps. « C'est fini », pensa-t-il. Mais, chose étrange, au lieu d'être entraîné vers le fond, comme ont l'habitude de le faire les crocodiles pour dévorer leur proie, on le ramenait à la surface. Et il vit deux noirs qui le tenaient vigoureusement en poussant des cris étranges. N'avait-il échappé à un danger que pour tomber dans un autre? Non. Ces noirs l'avaient vu tomber du Victoria, et le prenant pour un envoyé du ciel, ils l'accueillirent comme un dieu lorsqu'il eut mis pied à terre. Tout le jour, il lui fallut recevoir les hommages de ses adorateurs, et ce ne fut que le soir, lorsqu'on l'eut enfermé dans une case entièrement décorée de talismans, qu'il put prendre quelque repos. Les émotions de la journée l'avaient épuisé, et il sombra dans le sommeil. Il dormait à poing fermé lorsque, brusquement, il se retrouva dans l'eau. Ça n'était pas un cauchemar. Sous l'effet d'une crue subite, les eaux du lac avaient submergé l'île, et il lui fallait recommencer à nager. Il faisait encore nuit lorsqu'il arriva au rivage et s'engagea dans une forêt. Il y avait 2 heures qu'il marchait lorsque, débouchant dans une plaine, il aperçut des chevaux qui paissaient. Il n'y avait pas à hésiter. Joe sauta sur le dos de l'une des bêtes et la lança au galop sans se préoccuper de la direction qu'il prenait. Ce fut à ce moment-là qu'il vit dans le ciel le Victoria qui le cherchait. Le vent l'avait déporté du côté de la terre et par un bienheureux hasard, il se trouvait à proximité de la plaine où Joe galopait. « Mon maître! Mon maître !» Le docteur Ferguson n'avait aucune chance de l'entendre. Mais une tribu de cavaliers arabes qui se trouvait non loin de là, elle, entendit ses cris. Les hommes sautèrent à cheval et se lancèrent à sa poursuite. Cette scène n'avait pas échappé au docteur Ferguson, qui, du haut du ciel, observait les moindres mouvements à l'aide de sa longue vue. « C'est lui !» Le Victoria allait dans la bonne direction. Il suffisait de libérer un peu de gaz pour descendre, en espérant que les Arabes ne rattraperaient pas Joe avant qu'eux-mêmes ne soient en mesure de l'atteindre. Et il se rapprochait dangereusement. Le Victoria lui aussi se rapprochait, cette fois sans impressionner ses cavaliers intrépides. Ils allaient rejoindre le fuyard, mais le Victoria les précéda, et Joe put s'agripper à la nacelle, tandis que Dick lâchait du lest pour que le ballon s'élève à la barbe des Arabes. Sauvé. Il était sauvé. Et les 3 compagnons se retrouvaient à nouveau réunis. La navigation dura encore des jours sans qu'interviennent des incidents notables. On passa une nuit à proximité d'Agadez, on survola Tombouctou. Une seule chose inquiétait le docteur Ferguson. Sous l'effet de la chaleur, l'enveloppe du ballon était devenue poreuse, et le Victoria perdait de plus en plus de gaz. En aurons-nous assez pour arriver jusqu'au Sénégal? On était le 27 mai, et le Victoria survolait le territoire des talibas, les hommes les plus cruels de l'Afrique. Il ne faudrait pas que nous soyons obligés de nous poser par ici. Et pour que le Victoria reprenne un peu d'altitude, on entreprit de se débarrasser de tout ce qui paraissait inutile, y compris de la tente qui avait abrité les voyageurs. Le ballon monta, mais il recommença à descendre. Et pour comble de malchance, des montagnes se dressaient devant lui. « Nous ne les passerons jamais !»« Vidons notre caisse à eau, dit Ferguson, et ne réservons que le nécessaire pour un jour. » Après l'eau, on jeta la caisse qui l'avait contenue, et puis on jeta les vivres, la réserve de viande. Le Victoria avait repris de l'altitude, mais il était encore au-dessous de la ligne des montagnes. La nacelle allait s'y fracasser. « Jette tes armes !»« Attendez, monsieur Dick !» cria Joe, et on le vit enjamber le rebord de la nacelle. « Joe !» Non, cette fois il n'avait pas sauté dans le vide. Il s'était contenté de prendre pied sur la montagne et, accroché à un cordage, de courir sur la crête qui formait à cet endroit un plateau assez plat. Soulagé du poids de Joe, la nacelle passa et le brave garçon put remonter à son bord. L'aventure n'était pas pour autant terminée. Le Victoria continuait à perdre de l'altitude. La nuit venue, on se posa et le docteur Ferguson prit une grave décision.
Nous allons nous débarrasser du chalumeau et de tout son appareillage. Cela nous soulagera d'un poids de 500 livres. » C'était condamner le Victoria à ne plus pouvoir monter ou descendre à volonté et le soumettre aux seuls caprices des vents. Mais c'était aussi lui permettre, peut-être, d'atteindre le Sénégal. Les 3 hommes se mirent immédiatement à l'ouvrage, et à 4 heures du matin, le ballon prenait son envol dans le soleil naissant. Nous voilà sans doute tirés d'affaire. Ne crois pas à ça, Dick. Nous continuons à perdre d'altitude. Et regarde devant nous. Une trentaine de cavaliers talibas avaient aperçu le Victoria et attendaient qu'il les dépasse. Ils s'étaient rendus compte que le ballon perdait sans cesse de l'altitude, et ils avaient décidé de le suivre jusqu'au moment où il s'abattrait sur le sol. C'est d'ailleurs ce qu'ils firent sans se presser le moins du monde, tant ils étaient convaincus que la proie était à eux. Le Victoria, en effet, continuait à descendre. Un brusque coup de vent lui permit de semer ses poursuivants, mais ça n'était que partie remise. Moins d'1 heure plus tard, la nacelle s'immobilisait définitivement sur le sol. Nous ne sommes plus qu'à 7 ou 8 milles du Sénégal. Détachons la nacelle et terminons le voyage accroché au filet. C'était audacieux, mais c'était aussi la seule solution. On coupa les câbles qui retenaient la nacelle, et les 3 hommes, accrochés au filet, prirent leur envol sous le nez de leurs poursuivants. Ce qui restait du Victoria, malheureusement, continuait à perdre son gaz, et à 100 pas du fleuve, le ballon s'affaissa au milieu de l'herbe desséchée par le soleil. Tout est fini. Non, Dick. Le vent, en nous emportant, nous a donné au moins 1 heure d'avance sur nos poursuivants. Ramassez le maximum d'herbes sèches. Et tandis que ses 2 compagnons se mettaient à l'ouvrage, le docteur Fergusson entreprit d'agrandir l'orifice de l'aérostat en le coupant dans sa partie inférieure. Il en expulsa l'hydrogène qui pouvait encore s'y trouver, et ayant empilé une certaine quantité d'herbes sèches sous l'enveloppe, il y mit le feu. N'ayant plus de gaz, le docteur Fergusson avait décidé de traverser le fleuve avec de l'air chaud. Il faut peu de temps pour gonfler un ballon avec de l'air chaud. Moins d'1 heure plus tard, les 3 hommes, accrochés au filet, s'élevaient à nouveau dans l'espace. Le dernier pas était franchi, et de l'autre côté du fleuve, une dizaine d'hommes portant l'uniforme français, qui se trouvaient là par hasard, pouvaient les accueillir. Le docteur Fergusson avait gagné. Le 25 juin, ils arrivaient à Portsmouth, et le lendemain, à Londres. L'accueil triomphal que les voyageurs y reçurent ne leur enleva rien de leur modestie. Dick Kennedy repartit pour l'Écosse. Quant au docteur Fergusson et à son fidèle Joe, ils reprirent leurs anciennes habitudes. Un changement, cependant, s'était fait à leur insu. Ils étaient devenus des amis.